Bonjour, on est le samedi 5 octobre 2019 et ma vidéo s'intitulera La démocratie en petite forme. Alors je vais parler essentiellement de trois pays. Je vais parler de la France, je vais parler de la Grande-Bretagne et je vais parler des États-Unis. Ça ne veut pas dire qu'il ne faudrait pas parler des autres. Je pourrais parler de la Belgique où on a encore essayé de constituer des gouvernements, en tout cas un gouvernement fédéral. Les autres, on a trouvé la solution. Je veux dire les régionaux. En France, ce matin, je ne peux pas m'empêcher de sourire devant la politique gadget. On demande à 150 Français tirés au hasard de résoudre les problèmes du réchauffement climatique à l'échelle de la nation. J'ai appelé ça, je vais vous le mentionner tout de suite, j'ai appelé ça comme ceux qui savent dérange, demandons à ceux qui ne savent pas. C'est ce que d'ailleurs certaines des personnes dans l'article du Monde, certaines personnes qui sont là disent aussi. D'autres de l'extérieur disent comme moi, mais on connaît les solutions. C'est un manque, c'est simplement un manque de volonté politique de les mettre en application, comme les dirigeants comme Julliard de Greenpeace que je connais, d'autres personnes. Euh, la politique gadget, la société du spectacle, on va demander, et à des gens qui ne savent pas, donc on va devoir d'abord leur apprendre de quoi il s'agit. Je ne veux pas dire que les gens n'ont pas une idée sur le fait que ça chauffe ou que ça ne chauffe pas, mais figurez-vous que même sur le blog de Paul Jorion, il y a des gens dans les commentaires qui viennent dire qu'il faudrait d'abord déterminer si le réchauffement climatique est... si le réchauffement climatique est dû à l'action humaine. Et là, je réponds à cette personne qu'on se moque des Byzantins qui discutaient du sexe des anges au moment où leur ville était assiégée, et que les robots qui nous survivront, dans ce cas-là, feront la même chose. Ils se demandaient, ils se posaient la question de savoir, alors que la température montait de 5, de 7 degrés peut-être pendant un siècle, il y avait des gens qui disaient il faudrait peut-être d'abord déterminer si c'est nous ou si c'est autre chose qui détermine ça. Comment est-ce que les gens peuvent en tomber, je dirais, tomber aussi bas dans le degré de la réflexion, c'est le degré zéro. Euh, Bon, alors, on va demander donc à 150 personnes qui n'y connaissent rien, mais ce qu'on va leur dire quand même, c'est surtout, et là j'ai vu tout de suite, surtout pas toucher à l'idée de la taxe carbone quand même. C'est-à-dire que le cadre qui empêche qu'on trouve une solution, lui, il faudra surtout pas y toucher. L'approche grand débat. Voilà. Sachant qu'il faut surtout pas remettre en question ni le profit, ni le bénéfice des entreprises, ni la manière dont elles gèrent leurs affaires, etc., etc. Proposer les solutions pour la France. Euh, Naïveté ou rouerie. Il y a des tas de gens dans une administration, à mon avis, à titre personnel, ils doivent se placer quelque part là entre le faucheton absolu et celui qui comprend rien et qui croit que c'est comme ça qu'il faut faire. Ah oui, non, la taxe carbone, non, ça c'est quand même une bonne idée. Faut pas y toucher. Voilà, c'est quoi? C'est que ça veut dire? C'est le capitalisme qui va nous permettre de sauver la planète. Non, messieurs dames, non. J'ai écrit un livre qui s'appelait euh, Se débarrasser du capitalisme, une question de survie. C'est une question de survie. Je suis en train d'écrire un nouveau livre avec Vincent Burnand-Galpin. Le message sera le même. On peut pas, et on fera une analyse beaucoup plus détaillée, je dirais plus systématique, parce qu'il faut convaincre les gens, leur montrer que ce qui va pas, c'est X, Y, Z, etc. Et que ça, on ne pourra pas le résoudre en dehors d'un cadre qui soit pas fondé sur le versement des intérêts, des dividendes et des coupons. C'est une machine à concentrer la richesse. Alors, ça nous mène voilà, au cadre de la démocratie. Nous vivons voilà, dans les pays comme les nôtres, heureusement, dans un cadre démocratique. C'est une démocratie censitaire, c'est-à-dire que, bon, effectivement, le pouvoir que vous avez dépend de l'argent que vous avez, et on ne fait absolument rien pour casser la machine à concentrer la richesse, ce qui fait qu'on a des chiffres de plus en plus déplorables. Il y a une étude. En fait, ce sont que des tableaux produits par un ministère américain, mais qui vous montrent que là, voilà,
que la part de richesse créée qui va au salaire n'a pas arrêté de baisser depuis les années 70, la disparition totale de la classe moyenne et donc une accumulation de gens sans moyens et de très riches au sommet. Tant qu'on touche pas à ça, tout le reste c'est n'importe quoi, ça sert à rien. Bon, vous connaissez mon opinion sur ce sujet-là. Il faut commencer par ça. Il vaut mieux une démocratie censitaire que pas de démocratie du tout. Il vaudrait mieux quand même qu'on ait un système qui marche véritablement et pas des gadgets comme tirer les gens au hasard sans se poser la question de l'expertise. Si, et puis après, là, il faut d'abord leur apprendre ce que les experts vont leur dire pour les faire venir au niveau des experts et ensuite ils auront une opinion d'expert. Pourquoi ne pas demander aux experts tout de suite? Et quand je dis experts, il ne faut pas utiliser l'expression de la manière dévoyée dont on fait maintenant comme un synonyme de lobbyiste. Non, un lobbyiste c'est autre chose, je vous l'ai dit, pour pas qu'on mélange tout. Les lobbies, c'est le système, c'est le corps diplomatique des entreprises. Ça fait pas des gens qui sont là-dedans des experts. Il se peut que par hasard, un jour, on recycle un expert ou une experte à l'intérieur du système diplomatique du lobbyisme, mais n'appelons pas experts tous les gens qui sont des lobbyistes. En général, ils ne le sont pas, ce sont des idéologues qui défendent le point de vue de leur boîte. Bon, ils sont payés pour ça, voilà. Démocratie censitaire. Une petite remarque, j'ai reçu ça, voilà, il me l'a envoyé, c'est très gentil, François Boulot, qui nous parle de la démocratie en France et qui en particulier, bon, il est avocat, vous le savez, c'est un représentant des Gilets jaunes, très actif autour de la région où il se trouve, c'est-à-dire à Rouen. Il intervient un peu partout, on le fait parler. C'est quelqu'un qui peut présenter ses positions de manière, je dirais, extrêmement rationnelle. Il dénonce dans ce petit livre les dérives du système de la répression qui a été tout à fait disproportionnée dans le cas des Gilets jaunes. J'en ai parlé au fur et à mesure. Je reviens dessus parce que voilà, dans ce petit livre, c'est bien traité. Les dérives de la justice aussi. Où on traite de manière expéditive et, je dirais, industrielle des gens pour des infractions qui sont liées à des choses qui étaient permises autrefois. On modifie les lois pour les rendre, je dirais, moins démocratiques, appelons les choses par leur nom. Il faut dénoncer cela. Pour ce qui est du reste du petit livre de Boulot, je suis pas d'accord avec son analyse. Il nous explique que l'Europe c'est affreux parce qu'il n'y a pas véritablement d'union des peuples européens. Et puis il nous dit mais que le souverainisme c'est une excellente chose. Alors que la critique qu'il fait sur l'Europe en disant qu'un fédéralisme n'a pas de justification vu le fait que les gens sont très différents, s'applique tout aussi bien à l'intérieur des nations telles qu'elles sont maintenant. Vous le savez, moi je suis belge de nationalité, je sais comment les pays se sont constitués de briques et de brocs, mais c'est aussi vrai pour la France que pour le reste. J'en parlais hier à quelqu'un sur où se trouvent les Jorions en France. Ils se trouvent essentiellement dans le département du Nord, un peu dans le Pas-de-Calais, un peu dans les Ardennes et quelques-uns à Paris et puis un en Bretagne. Les Francs se sont installés dans la région où ils sont toujours et ils ont envahi tout le pays, ils ont pris le pouvoir, ils ont donné leur nom à un pays qui n'était pas du tout le leur et ainsi de suite. Ils ont unifié tout ça. Il y avait le duché de Bretagne dans lequel je me trouve, ça n'a jamais été facile. La France a été déchirée par les querelles entre les Armagnacs et les Bourguignons. Après, on est passé à la guerre de religion entre les protestants et les catholiques. On a ajouté les Basques d'un côté, on a ajouté des Italiens du côté de Nice, et ainsi de suite. Vous m'en voulez pas, et ainsi de suite. Et on nous dit, voilà, ça c'est une base solide. À partir de là, on peut faire les choses. Dans ce cadre-là, c'est un cadre qui se justifie. Pas plus que les autres. Tout ça est artificiel. Les gens n'ont pas arrêté de bouger. Les gens sont venus avec d'endroits différents. Et les gens sont là avec des religions différentes. C'est-à-dire des représentations du monde tout à fait différentes. C'est pas moins artificiel que l'Europe ou que n'importe quoi, ou que un gouvernement mondial. Tout ça est du même niveau de bricolage et on ne pourra pas faire autrement. Mais il faut adapter
le cadre dans lequel on travaille, au problème qui se pose. Le nuage de Tchernobyl, chers amis, sur une base souverainiste, on ne peut pas le traiter parce qu'il s'est déplacé dans le ciel. Bon, des choses de cet ordre-là, le réchauffement climatique, ce ne sera pas un pays qui le résoudra tout seul et en mettant des murailles comme à la Trump autour du pays pour empêcher les nuages de bouger. Non, c'est des choses qu'il faut qu'on résolve maintenant tous ensemble. Alors, je continue. Je passe à la Grande-Bretagne. Il est quand même étonnant que quand on parlait de craquement dans les démocraties, que des pays risquaient de glisser vers des systèmes autoritaires, parce que bon, je vous l'ai dit tout à l'heure, démocratie de type censitaire, comme on est là dans nos pays à nous, tant qu'on ne s'attaque pas à ça, on ne pourra pas parler, je dirais, véritablement de démocratie, ce sera toujours un peu démocratie entre guillemets. Mais une démocratie, comme je l'ai dit aussi, une démocratie entre guillemets vaut mieux qu'un système autoritaire. On ne s'attendait pas à ce que des pays comme le Royaume-Uni et les États-Unis soient pris dans une dérive où il faut craindre pour leur caractère démocratique. Monsieur, quand il s'adresse à la cour écossaise qui lui dit qu'il faut absolument respecter la proposition Ben, c'est-à-dire qu'on ne passe pas un Brexit sans accord. Monsieur Johnson dit oui, tout à fait, c'est ce qu'on va faire. Et puis quand il s'adresse à ses électeurs, disant vous inquiétez pas, je dis ça pour la galerie. Et en fait, le 31 octobre, on sort d'une manière ou d'une autre. Vous avez vu ces scènes qui sont quand même assez désolantes d'affrontement, c'est pas une question de personne, d'affrontement entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. Et quand il y a des dérives de type mafieuse, de type passer à une république bananière, l'exécutif essaye bien entendu de se débarrasser du législatif et du judiciaire qui sont des contre-pouvoirs, c'est écrit dans les constitutions, et même quand il n'y a pas de véritable constitution comme en Grande-Bretagne, où elle n'est pas écrite, elle est, voilà, c'est comment on appelle ça, j'oublie comment ça s'appelle, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire des décisions qui étaient prises de la jurisprudence, il y a quand même un cadre, et on sait que voilà, les Britanniques savent qu'ils sont à l'intérieur d'une démocratie avec des contre-pouvoirs, etc. L'exécutif, dans le cas de Johnson, essaye de se débarrasser du législatif, il s'attache à ce vote qui a donné 51,89% pour les gens qui voulaient qu'on sorte de l'Union européenne. Et il va le faire de toute manière, et il n'écoute pas ce qu'on dit sur le blog de Paul Jorion, attirer l'attention sur le fait que la chose n'est pas possible, qu'elle est tout simplement impossible. J'ai donné quelques chiffres l'autre jour, il faudrait dans la journée reformuler, je crois que c'était 479 traités internationaux, quelque chose comme ça. Il y aurait immédiatement, c'était quand je me souviens plus du chiffre, est-ce que c'était 3 millions d'agneaux qu'il faudrait tuer parce qu'il y aurait plus d'acheteurs et qu'on ne saurait pas où les mettre et qu'il faudrait soit les brûler, soit les enterrer. Il faut qu'on commence à s'habituer à l'idée qu'il y a des impératifs, qu'il y a des limites, qu'il y a des choses qui sont de l'ordre du donné. Le fait que le Brexit soit impossible, c'est un donné, c'est là. Et, comme je l'ai dit déjà plusieurs fois, dire oui mais les gens ont voté, non. Les gens, à ces deux choses qui sont le nécessaire et l'impossible, les gens peuvent voter comme ils veulent, ça fera jamais aucune différence. Bon, je passe aux États-Unis. Alors, on doit craindre un peu pour le Royaume-Uni, mais pour les États-Unis, là, on doit être véritablement inquiet. Véritablement inquiet parce que ce qui apparaît dans les jours récents, la déclaration du fameux lanceur d'alerte qui nous disait attention, il y a un trio de monsieur William Barr, ministre de la Justice, monsieur Rudy Giuliani, avocat de monsieur Trump et monsieur Trump lui-même qui ont essayé de kidnapper la politique extérieure des États-Unis et qui en particulier à Troyes essayent de régler certaines questions avec l'Ukraine en faisant un chantage à l'aide militaire pour obtenir des renseignements négatifs sur monsieur Joe Biden qui est un candidat
candidat à la présidence du côté démocrate. Ce qui est apparu dans les jours derniers, c'est que l'infiltration d'une organisation mafieuse était beaucoup plus étendue. Il y a un certain monsieur Volcker, qui est de Kurt Volker, qui est venu expliquer. Il a été pris la main dans le sac, lui, comme une sorte d'envoyé, a joué un rôle dans cette organisation. Et là, il a vendu la mèche, il a expliqué comment ça marchait. Et il a montré en particulier qu'il y avait un certain monsieur Gordon Sondam, si j'ai bon souvenir, qui est un ambassadeur de l'Union, pour l'Union européenne des États-Unis, et qui est en fait un type qui est c'est un promoteur immobilier qui était un grand donateur du financement de la campagne de Monsieur Trump, et qui a reçu le titre d'ambassadeur pour l'Union européenne. Qu'est-ce qu'il allait faire en Ukraine, on ne sait pas trop puisque c'est pas dans l'Union européenne. Mais en tout cas, il est là, et il y a des mails qui sont visibles maintenant, et des SMS où il dit, écoutez, bon, au véritable, à Monsieur Bill Taylor, qui est vraiment le vrai diplomate qui se trouve là-bas. Il lui dit non, il faut attendre, etc. Et ce monsieur était en train de faire le chantage au nom de Trump, si bien que ce monsieur Taylor dit on va quand même pas subordonner l'aide militaire à l'Ukraine au fait de trouver des données compromettantes sur monsieur Biden. Et l'autre lui dit parlons plutôt de ça au téléphone. C'est-à-dire ce type qui a aucune compétence, qui est simplement c'est un affidé, comme on dit, c'est un sbire de Trump, et c'est le bonhomme qui décide de la politique vis-à-vis de l'Ukraine. Alors ce qu'on découvre maintenant, c'est qu'il y a des gens comme ça qui ont été placés par Trump un peu partout, et qui essayent d'entraîner l'État entier dans une dérive mafieuse. Le Deep State réagit. J'aime bien cette expression parce que, comme je vous expliquais l'autre jour, quand on respecte la loi, alors on est complice du Deep State. Quand on l'enfreint au nom du peuple, que le peuple veut autre chose, bien entendu, il faut dénoncer le Deep State. Je vous ai raconté ça, je l'ai raconté plusieurs fois d'ailleurs, et c'est dans la préface du premier tome qui va apparaître de la chute de la météorite Trump, premier volume qui s'appelle Un objet populiste mal identifié. Je vous ai expliqué sa tendance, quand il était gosse et adolescent, à faire des erreurs, à jamais reconnaître, le jeune Donald Trump, jamais reconnaître son erreur, au point d'en remettre une couche, et de continuer à insister que c'est lui qui a raison et que le reste du monde se trompe, et que il n'en a rien à afficher. Alors, comme maintenant il est complètement coincé dans cette histoire d'Ukraine, où il est très fier de la conversation qu'il y a eu avec le président, et c'est d'ailleurs lui qui a dû insister pour qu'on montre la lettre tout de suite, tellement il était conscient et convaincu qu'il n'y avait rien à lui reprocher là-dedans, quand il dit au gars vous allez nous faire quand même une petite faveur, on pourrait quand même regarder un peu sur cette histoire de monsieur Biden, etc., avant que nous on lâche les fonds. Il ne le dit pas comme ça c'est entre parenthèses, mais tout le monde sait que c'est le cadre dans lequel la conversation a lieu. Alors qu'est-ce qu'il fait quand on lui dit c'est pas possible, c'est un article de impeachment, demander à une puissance étrangère d'intervenir dans nos élections, c'est high crime selon la Constitution, donc vous ne pouvez pas faire ça. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Dans une conférence de presse, c'est même pas une conférence de presse, non, il va monter dans un hélicoptère, et on lui pose la question, on dit alors, vous assurez vraiment le truc que vous avez raconté? Il dit oui, d'ailleurs, il faut demander à la Chine, je vais demander à la Chine de faire pareil, aussi de trouver des trucs sur Biden. Il en remet une couche, ça, c'était peut-être pas la chose à faire. C'est peut-être pas la chose à faire, parce que on pouvait encore, en regardant cette liste, cette retranscription, on pouvait encore dire oui, mais le contexte n'est pas entièrement clair, etc. Et en fait, il dit pas je vous mets mon fusil ou mon revolver sur la tempe, il le dit pas explicitement, etc., etc. Mais là, devant tout le monde,
et la plupart des Américains ont dû le voir, Monsieur Trump dit en fait je vais faire la même chose, je vais demander à la Chine de me trouver des trucs dégueulasses sur Biden. Là, il le dit devant tout le monde, c'est pas une interprétation d'une retranscription de conversation auquel personne n'a vraiment assisté, sauf Monsieur Mike Pompeo, il le dit là. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit pour la première fois, là, l'autre jour, la dernière fois que j'ai parlé, je vous ai dit que j'étais pas très convaincu du flottement que les gens voyaient dans les sondages, mais là, maintenant, si. Qui est-ce qui bouge? C'est pas tellement les démocrates les démocrates, leur opinion est faite. Ce qu'on voit, c'est que il y a encore un peu plus de démocrates. Il y en avait déjà 75% qui étaient en faveur d'un impeachment. Les gens qui se disent démocrates, il y en a un peu plus. Ça augmente un petit peu. Il y a une baisse de 7% des républicains qui sont pour Trump, il y en a quand même une baisse de 7%. Mais c'est surtout ce qu'on appelle les indépendants aux États-Unis. C'est les gens qui, quand on leur demande est-ce que vous vous situez comme démocrate ou républicain, ces gens-là qui disent non, je me situe comme indépendant. C'est là que le glissement est en train de se faire. C'est là que les gens maintenant se rallient du côté des démocrates. Et finalement, c'est pas tout à fait étonnant parce que ces gens qui se disent centristes, ce sont des gens qui, en tout cas, croient dans la démocratie. Et ils voient, du côté républicain, ils voient une dérive d'extrême droite, ils voient un glissement du pays dans une république bananière. Et donc, ce sont ces personnes-là qui, il y a 10% véritablement de déplacement. Et c'est essentiellement ces gens qui se disent centristes, qui se disent ni démocrates ni républicains, que le changement est en train de se faire et qui fait que même l'institut de sondage Rasmussen, dont quand vous regardez la cote de popularité de Monsieur Trump au fil des mois, il y a toujours une différence d'à peu près 10% dans les sondages Rasmussen. Opinion favorable pour Monsieur Trump dans l'ensemble, 43%, chez Rasmussen 53%. Et ce qu'on voit maintenant, c'est que même chez Rasmussen, les opinions défavorables à Monsieur Trump sont supérieures à celles qui sont favorables. Je regardais des chiffres, 16% pour l'ensemble de différence entre ceux qui l'aiment bien et ceux qui l'aiment pas, et moins 2% quand même du côté de Rasmussen. Alors dans les sondages, aussi une chose très intéressante, Madame Warren est en train de dépasser Monsieur Biden. On a appris hier dans la nuit que oui, comme certains l'avaient compris, comme certains l'avaient cru, comme certains l'avaient vu de leurs yeux vus, oui, Monsieur Bernie Sanders a bien eu une cardiovasculaire, qu'on appelle ça, a bien eu un infarctus. C'est bien une crise cardiaque qu'il a eu, Monsieur Sanders. Ça va pas encore aider Monsieur Sanders dans les sondages. Monsieur Biden est quand même plombé par le fait qu'on n'arrête pas de dire son nom du côté des républicains comme étant en fait la personne à abattre, comme étant la personne contre laquelle on se défend véritablement, et ce qui justifie le fait de mettre entre parenthèses toutes les institutions républicaines, puisque Monsieur Joe Biden, c'est celui qui a commencé. Voilà. Mais je vous l'avais dit tout de suite, ça m'étonnerait qu'il s'en sorte vraiment indemne de toute cette histoire. En particulier, il a sans doute pas fait de véritable malversation. On voit bien que quand il fait pression pour qu'on enlève un certain procureur en Ukraine, il est simplement sur une liste de l'ensemble des pays européens aussi qui demandent exactement la même chose, parce qu'il y a des cas de corruption tout à fait flagrants. Mais le fait que son fils soit là simplement à encaisser des jetons de présence alors qu'il n'a aucune qualité particulière sauf de d'être le fils de son père, ça n'allait pas l'aider dans l'opinion, et on le voit. Maintenant, l'écart, d'ailleurs, se creuse assez rapidement. Les opinions favorables à Madame Warren dépassent maintenant, selon les sondages, de 2 points ou même de 6 points, j'ai vu, c'est pour Monsieur Biden. Alors, voilà où on en est. Démocratie en petite forme. C'est pas aussi grave dans certains pays que dans d'autres, mais la tendance est inquiétante.
Du truc de l'ordre de gadget, de la société du spectacle, c'est moins dangereux. Le seul problème de ce côté-là, c'est le fait qu'on a l'air de nous dire qu'on travaille sur le problème, alors que c'est simplement voilà, c'est de la mise en scène, comme le grand débat, où en fait le cadre est défini. Vous pouvez tout changer, sauf tout le cadre qu'on avait défini par l'avance, et qui est que il faut pas, surtout pas que ça change. Oui, ça c'est bidon, c'est se moquer des gens, c'est pas sérieux. C'est pas dangereux, ça n'envoie pas des gens en prison. Il faut faire la différence, mais c'est pas une bonne chose non plus. On s'attaque surtout pas à la concentration de la richesse, qui est le problème majeur. Pourquoi est-ce que la concentration de la richesse a atteint un tel degré maintenant? On le sait bien, c'est parce que c'est les guerres en général qui ramènent un tout petit peu d'ordre là-dedans. On n'a jamais utilisé de véritables solutions pour essayer de traiter ça. Et je rappelais l'autre jour que c'était déjà très bien dit par un certain Jésus-Christ dans sa parabole des talents ou parabole des mines, sauf que personne n'a jamais lu la conclusion qu'il disait: à celui qui a, on lui donnera encore davantage, jusqu'à même qu'il atteigne l'abondance, et à celui qui n'a rien, on lui ôtera encore le peu qu'il a. C'est, messieurs, dames, la conclusion de la parabole des talents. C'est écrit noir sur blanc, c'est pas moi qui l'invente, même si personne avant moi ne l'a lu de cette manière-là. Si, il y a un prêtre, latino-américain qui a dit quelque chose du même ordre il y a, je sais pas, une dizaine d'années ou une vingtaine d'années. Voilà, j'arrête là-dessus. La démocratie en petite forme, c'est à nous de taper du poing sur la table, d'essayer non seulement de la maintenir dans les clous qui sont actuels, mais d'en faire d'une démocratie censitaire une véritable démocratie. Voilà, allez, à bientôt.